Salut les artistes, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un gros test de caméra. Alors je l'ai pas là entre les mains parce que c'est lui qui est en train de me filmer actuellement. Et du coup tout au long de la vidéo vous allez pouvoir juger la qualité de l'image avec du coup la 6500 qui est en train de me filmer. Du coup je suis super content de pouvoir le tester, j'en avais beaucoup entendu parler et je suis surtout content de pouvoir tester un appareil de chez Sony. Et on va voir ça dans la vidéo. D'ailleurs s'il y a des canonistes qui sont abonnés à ma chaîne ou d'autres personnes qui viennent de d'autres marques, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des derniers boîtiers de chez Sony. Est-ce que vous êtes tenté de passer chez Sony? Est-ce que vous avez peut-être déjà fait le pas? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Sinon, la vidéo n'est pas sponsorisée. Par contre, le boîtier, la 6500 et l'objectif m'ont été prêtés par Sony. Donc déjà, merci pour eux. Et ça, c'est vraiment bien parce que peut-être si la vidéo se passe bien, qu'elle fait pas mal de vues, je vais pouvoir leur demander et tester d'autres caméras et objectifs de chez Sony. Donc ça, c'est super intéressant pour la chaîne parce que c'est vraiment une direction que j'ai envie de prendre, tout ce qui est test de matériel audiovisuel. D'ailleurs, je devrais réussir à me faire prêter l'A7 III et le RX100 prochainement sur la chaîne, donc ça va être intéressant. Et du coup je vous invite à me dire dans les commentaires de la vidéo quelle caméra et quel objectif vous aimeriez voir tester sur la chaîne. Comme d'habitude dans la description de la vidéo, bon, tu auras les liens du produit et tu auras les différents timecodes référents aux différents sujets, aux différentes parties de la vidéo. Donc s'il y a un sujet qui t'intéresse plus qu'un autre et que tu trouves que la vidéo est un peu longue, eh bien tu peux aller directement à cette partie qui t'intéresse. Allez, on est parti pour le test complet de l'A6500 et on commence par quelques plans du boîtier. Le boîtier est sorti en 2017, c'est l'évolution directe de l'A6300 qui est sorti en 2016. Il reprend tout ce qu'il y avait dans sa précédente version en y incorporant quelques nouveautés, comme par exemple la stabilisation sur 5 axes, ils ont amélioré la rafale, il chauffe un peu moins en 4K et il possède un écran tactile, ce que ne possédait pas sa version précédente. Voilà pour le petit teasing, mais on va voir tout ça en détail. On commence donc avec la prise en main du boîtier. On est sur une gamme d'appareils très compacte avec de belles définitions, il a l'air robuste, l'appareil tient bien en main. Ils ont également retravaillé la poignée de l'A6500 qui est plus profonde que celle de l'A6300 pour un meilleur confort d'utilisation. En termes de dimension, il fait 12 cm de longueur, 6,8 cm de hauteur, 5 de largeur au niveau de la poignée et enfin 418 grammes sur la balance. À son sommet, on retrouve une répartition assez classique, le déclencheur, l'alimentation, la griffe accessoire, le flash, la roue de sélection des modes, ainsi que le sélecteur de commande pour régler les paramètres de prise de vue. Ce petit symbole indique la position du capteur dans le boîtier. C'est toujours l'élément à prendre en compte quand vous voulez calculer une distance entre le sujet et la caméra. Le point de référence de mesure sur la caméra, c'est pas l'avant de l'objectif par exemple, mais c'est bien le plan capteur, donc à partir de ce petit symbole. Et puis il y a deux touches personnalisables, C1 et C2. Au dos du boîtier, on a donc le flash, le menu, le commutateur qui permet de passer du mode autofocus au mode manuel et le mode mémorisation d'exposition. On a le bouton REC d'enregistrement, le bouton fonction et on va d'ailleurs pouvoir lui affecter jusqu'à 12 fonctions fréquemment utilisées sur ce bouton. La molette de commande et puis le bouton supprimer avec la troisième touche personnalisable. Après c'est dommage, il manque une molette de réglage à l'avant sur la poignée pour qu'on puisse modifier les paramètres d'exposition plus rapidement. J'ai ça sur mon 700D. D'ailleurs, je vais pouvoir vous le montrer là, il est juste ici. Vous voyez cette petite molette, eh bien je trouve qu'elle est bien plus rapide que si tu as une molette au niveau du pouce, si tu dois le faire au dos de la caméra. Avec ça sur le Canon, on peut modifier le paramètre d'exposition et du coup pour moi c'est la configuration la plus rapide que j'ai testée jusqu'à présent. Au niveau de l'écran LCD, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Côté positif, il est équipé d'un écran tactile de 921 000 points. Donc ça c'est une nouveauté que ne possédaient pas les versions précédentes. On va donc pouvoir définir la zone de mise au point directement sur l'écran. Par contre le tactile ne va pas fonctionner pour naviguer dans les menus, mais tu peux l'utiliser avec le viseur, tu vas pouvoir modifier tes points de focus en même temps. L'écran quant à lui est monté sur double charnière, il peut s'incliner à 90 degrés vers le haut et 45 vers le bas. Et du coup on va pas pouvoir l'utiliser en mode selfie vlog, du coup petit manque de liberté à ce niveau là. En tout cas personnellement moi je préfère largement les écrans LCD qui sont montés sur rotule, donc tu peux avoir un mode selfie rapidement et ça permet également de retourner l'écran et de le protéger, ce qui est bien pratique pendant les transports. Par contre, petit souci avec la dalle de l'écran LCD, elle est très brillante et du coup c'est très difficile d'y voir quelque chose en extérieur en plein soleil.
J'ai vu qu'on pouvait utiliser des filtres mat, j'en ai pas essayé, mais s'il y en a dans les commentaires, faites-moi signe. Donc ça, c'est un petit problème, mais en plus, le souci ne s'arrête pas là. Quand tu vas utiliser les hautes performances du boîtier, comme la 4K ou le 100 images par seconde pour le slow-mo, eh bien l'écran LCD va se dimmer, il va baisser la luminosité de l'écran LCD, et là, honnêtement, ça rend quasiment impossible la vision de l'écran LCD en extérieur, en plein soleil, je parle évidemment. J'imagine que c'est lié à la puissance de la batterie qui n'est pas suffisante pour répondre à la fois aux hautes performances du boîtier et à l'écran LCD. Et ça, c'est quand même assez dommage. À mon sens, c'est vraiment le plus gros point négatif sur la 6500. Après, on peut toujours s'en sortir. Dans ces conditions-là, il vaut mieux utiliser soit le viseur ou alors utiliser un petit écran externe. Quoi qu'il arrive, on trouve toujours une solution. La 6500 est équipée d'un viseur électronique de 2 360 000 points environ, ce qui va offrir une belle définition d'image ainsi qu'une cadence de rafraîchissement de 100 images par seconde, qui offre une visée fluide même en basse lumière. Le viseur est accompagné d'un œilleton en caoutchouc pour plus de confort. On retrouve également la molette de dioptrie pour ajuster la visée à votre vision. Le boîtier est résistant à la poussière, à la moisissure, voire quelques éclaboussures, mais par contre il n'est pas étanche pour autant. Au niveau des menus, c'est plutôt cool, ils sont assez clairs. On retrouve les onglets classiques d'un appareil photo, chacun composé de différents sous-menus. Alors je connaissais déjà un peu les menus Sony, mais là honnêtement ils sont assez intuitifs et on ne perd pas trop de temps à aller chercher et comprendre les informations. Niveau connectique, de haut en bas, on a une prise micro USB, une prise micro HDMI et une prise micro mini jack. Toutefois, il manque une prise casque, ce qui est un peu dommage du coup parce qu'ils ont vraiment taillé ce boîtier pour la vidéo. Après, il y a toujours une solution, tu peux utiliser par exemple un adaptateur HDMI vers VGA et souvent sur l'adaptateur, il y a une petite prise casque. Du coup, c'est une solution un peu de bricolage de secours, mais ça marche très bien. On retrouve l'emplacement de la batterie sous le boîtier, dans la poignée, qui est également l'emplacement de la carte mémoire. Ce qui est d'ailleurs dommage quand le boîtier est sur un trépied, car cela risque de bloquer l'accès à la carte mémoire. Après, là, avec l'A6500, comme le loquet à batterie est pas très grand et il est vraiment situé dans la poignée, sur mes pieds à moi, je n'ai pas eu de problème. J'ai pu accéder à la carte mémoire à chaque fois, mais je préfère quand même quand la carte mémoire est séparée de la batterie et qu'elle est sur le côté du boîtier. Niveau autonomie, on a une durée d'environ 350 vues, donc comme l'autonomie est moyenne, surtout avec le mode Ultra HD à 100 mégabits par seconde, pensez bien à prendre quelques batteries de secours. Le boîtier peut être rechargé directement par la prise micro USB, donc ça c'est quand même bien pratique, et du coup vous pouvez utiliser par exemple un powerbank pour le recharger pendant les voyages. La 6500 est compatible avec les cartes SDHC, SDXC avec la norme Ultra High Speed One, sans quoi l'appareil est équipé d'une puce Wi-Fi et NFC pour le connecter à un smartphone ou à une tablette. On peut ainsi facilement partager ses photos ou encore déclencher une prise de vue à distance. Par contre là, il me donne pas l'accès aux paramètres d'exposition, je peux que déclencher la prise de vue. Donc j'ai dû louper quelque chose parce que j'ai vu que c'était possible quand même de le faire à distance en Wi-Fi. En temps normal, en mode photo, la 6500 possède un obturateur mécanique qui n'est pas particulièrement silencieux. Par contre, dans le menu, tu peux activer le mode de prise de vue silencieux, ce qui est idéal pour les mariages ou tout autre type de scène où il est préférable de se faire discret. Après, avec le mode de prise de vue silencieux, tu vas pas pouvoir utiliser le flash et le mode rafale sera disponible uniquement à une faible cadence d'image. Côté capteur, le Sony Alpha 6500 embarque un capteur CMOS APS-C à monture E de 24,2 mégapixels. Il fait 23,5 par 15,6 mm. Le boîtier accueille donc les objectifs à monture E et FE. Là, je vous fais le test avec le 1835 mm à monture E qui est sorti il y a quelques mois. Il y aura également une vidéo de test uniquement sur cet objectif. Au niveau du prix, on le trouve aux alentours de 1400-1500 €, ce qui est quand même bien plus cher que sa version précédente. Au niveau de l'autofocus, tout comme l'autofocus de l'A6300, l'A6500 dispose d'un module à détection de phase de 425 points combiné à un module à détection de contraste pour affiner la mise au point. Par contre, ils ont intégré une nouvelle puce de traitement des données associée au Bionz X, qui est le microprocesseur déposé de chez Sony, qui est censé accélérer la mise au point. C'est ce qu'ils appellent la mise au point 4D Focus. Du coup, c'est vraiment agréable, l'autofocus est très réactif, il couvre l'ensemble de l'image, donc même sur les bords, il va détecter le sujet. Il peut avoir quelques petites lenteurs, notamment quand le sujet est très proche de l'objectif, mais tu peux aussi changer dans le menu la vitesse de l'autofocus et la sensibilité de suivi. Il est aussi équipé de la détection de visage et surtout de la détection de l'œil le plus proche du capteur, ce qui est vraiment pratique pour de la photo de portrait. Pour de la photo de groupe, on peut même demander sur quel visage garder la mise au point. Ce que j'aime bien également en mode manuel, dès que tu bouges la bague de mise au point, il va zoomer dans l'image pour une opération plus précise, pour que tu vois un peu plus clair. Et d'ailleurs, le focus picking reste actif avec la loupe de mise au point, ce qui n'est pas le cas sur mes Canon. Côté prise de vue en continu, la 6500 est équipée de deux modes rafale,
un qui est baptisé H, qui permet d'atteindre une cadence de 8 images par seconde tout en conservant une visée directe entre les images. Donc évidemment avec des sujets rapides, ça va être intéressant de savoir si on cadre toujours correctement le sujet. Et le deuxième mode, H+, qui permet de monter jusqu'à 11 images par seconde, mais là on perd l'accès à la visée en direct, il va afficher uniquement les images enregistrées. Par contre, nouveauté par rapport à sa version précédente, la mémoire tampon, le buffer, va pouvoir monter jusqu'à 307 images. Ça veut dire qu'en mode de prise de vue continue, vous pouvez rester appuyé sur le déclencheur environ une trentaine de secondes. Par contre, il va falloir plus ou moins de temps pour vider la zone tampon, ça va dépendre de la vitesse de votre carte mémoire. Grande nouveauté de cette version, il est équipé d'un stabilisateur d'image intégré sur 5 axes, ce qui permet de compenser les mouvements. Alors en mode vlog, quand tu marches, ça fait pas des miracles, il y a peu de différence. Par contre, la différence sera plus notable pour les mouvements panoramiques, surtout quand on utilise un objectif qui n'est pas stabilisé. Là, vous avez un plan sans stabilisation au 135 mm et là un plan avec la stabilisation 5 axes du boîtier, donc il y a quand même une sacrée différence. La stabilisation nous permet également de gagner 2 à 3 indices d'exposition supplémentaires. Là, on peut se permettre de descendre jusqu'à 1/30e, voire 1/20e de seconde, sans trop de perte de netteté, comme vous pouvez le voir sur l'exemple. Cette stabilisation est également disponible en Ultra HD. Après, voilà, tout ne repose pas sur la stabilisation 5 axes, ça fait pas non plus des miracles. Si vous voulez faire des longs mouvements de travelling bien fluides, eh bien, je ne saurais que trop vous conseiller des systèmes externes de stabilisation pour la vidéo. Au niveau de la photo, vous avez le choix entre différentes qualités d'image. Vous avez le RAW plus JPEG, extra fine, fine et standard. Et puis vous pouvez choisir également le nombre de mégapixels, donc 24, 12 ou 6. Je vous montre la même scène avec ces différentes qualités, là le RAW, l'extra fine, le fine et le standard. De manière générale, l'appareil fait le job au niveau de la photographie. Au niveau de la gestion du bruit en fonction de la montée en ISO, la plage dynamique s'étend de 100 à 51 200 ISO. Et là, jusqu'à 3200 ISO, cela reste exploitable, même si j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit lissage de la granulation sur les détails les plus fins. Après, au-delà de 6400 ISO, la qualité diminue, la dynamique baisse et vraiment, ça commence à fourmiller au niveau du grain. Sinon, il propose aussi un mode capture panorama par balayage horizontal ou vertical. On commence à la voir de plus en plus sur les boîtiers, mais ça reste assez intéressant. On attaque maintenant la partie pour laquelle cette caméra est vraiment exceptionnel. Bon, ok, je m'emballe peut-être un peu, mais c'est vraiment l'axe principal qui a été travaillé sur l'A6500, c'est évidemment le mode vidéo. Le Sony A6500 est capable de filmer en Ultra HD, donc je rappelle 3840 par 2160, en XAVC-S à 100 mégabits par seconde. Bon, après on est restreint à 25 images par seconde, ça aurait été bien d'avoir les 60 images par seconde, mais on peut pas tout avoir. Ça reste un boîtier milieu de gamme, l'Ultra HD est déjà très bonne. Là, je vous donne les formats en PAL, mais vous pouvez également passer en NTSC. Ensuite, on a le Full HD en XAVCS qui peut monter à 100 images par seconde à 100 mégabits ou 60 mégabits. Et puis, on a également le 50 images par seconde ou le 25 images. Donc ça, c'est vraiment top pour les ralentis. Après, le Full HD est également disponible en AVC HD à 50 images entrelacées, 50 images progressives ou 25 images. Et puis, on retrouve également du Full HD en MP4 à 50 images ou 25 images par seconde. Chaque fois, évidemment, il y aura des compressions différentes et des fichiers qui deviennent de plus en plus légers. Petite précision, en Ultra HD, le boîtier utilise toute la largeur de son capteur dans un ratio 16/9. Donc en fait, il va capturer une image équivalente à 6K, donc du 6000 par 3376, et ensuite il a converti automatiquement en Ultra HD. Du coup, c'est notamment pour ça qu'il y a vraiment un gain de qualité quand tu filmes en Ultra HD. Après, les fichiers 4K sont assez lourds et peuvent compliquer la post-production, et c'est là que ça peut devenir assez intéressant parce que Sony en fait propose le double enregistrement qui va te permettre d'enregistrer en Ultra HD et d'en même temps de copier le même fichier en 720p par exemple. Donc au montage, tu vas pouvoir travailler sur les 720p et à l'export, tu fais une conformation et tu remplaces les 720p par les fichiers Ultra HD. Ok, maintenant je vais vous montrer des échantillons de chaque format pour que vous ayez une idée de la qualité d'image. On commence par le mode Ultra HD, donc là on a le choix entre 100 mégabits par seconde ou 60 mégabits par seconde, donc je vous les compare. Là on est à 100 mégabits par seconde et vraiment il y a une qualité de dingue. Et là, on est à 60 mégabits par seconde. On voit pas énormément de différence. Tu auras un peu plus d'informations pour la post-production, évidemment, à 100 mégabits par seconde. Après, si votre carte n'est pas assez rapide, le 60 mégabits par seconde est de très bonne qualité et puis il pèsera moins lourd. Ensuite, on a le Full HD en XAVCS. Donc là, je suis à 25 images par seconde à 50 mégabits par seconde. Et je vous remets la comparaison avec l'Ultra HD. Maintenant, on passe en Full HD en AVC HD à 25 images par seconde.
et je vous mets la comparaison avec le Full HD XAVC-S. La qualité est un peu moins bonne, c'est normal, le fichier est plus léger et enfin on a le MP4. La 6500 propose également une nouveauté pour les cadences élevées, c'est le Slow and Quick qui permet de créer directement les ralentis à l'écriture du fichier. Donc en un sens c'est assez intéressant, par contre tu vas avoir un peu moins de latitude en post-production. Je te montre des plans à 100 images par seconde, à 100 mégabits par seconde. Là, je suis à 100 images par seconde parce que je suis en PAL, mais si vous êtes en NTSC, vous pouvez monter à 120 images par seconde. Donc ça, c'est vraiment top. Déjà, habituellement, avec 60 images par seconde, on a de quoi faire, mais là, avec le 100 images par seconde, ça fait vraiment plaisir, surtout qu'il est disponible en Full HD. Sur mon M50, par exemple, pour avoir cette cadence d'image, je suis limité au 720p. Donc là, je vous ai montré que des échantillons. Je vais également faire une vidéo, un petit montage d'ambiance uniquement avec des plans de la 6500. Juste voilà, un petit montage sans flux de parole pour vraiment que vous vous fassiez un avis sur la qualité d'image de la 6500. Je reviens à l'Ultra HD, petit aspect négatif, il est assez sensible au rolling shutter à faible cadence. On a nos lignes qui se déforment, alors après tu peux le réparer en post-production, par exemple avec Premiere Pro il existe un effet contre le rolling shutter, par contre ça va augmenter énormément le temps de rendu et donc vaut mieux avoir de bonnes performances au niveau de l'ordinateur. Après c'est pas non plus le type de mouvement qu'on utilise le plus. Ce qui est également intéressant avec ce boîtier, c'est que tu vas pouvoir enregistrer des préconfigurations de réglage pour gagner du temps. Sur la roue du sélecteur de mode, tu as deux modes, rappel de mémoire, où on va pouvoir enregistrer un ensemble de paramètres. Par exemple, sur le mode numéro 1, je vais enregistrer ma configuration 4K et tous les paramètres qui vont avec. Et puis sur le raccourci numéro 2, je vais enregistrer une configuration pour le mode slow motion. Et au final, tu vas gagner énormément de temps plutôt qu'aller systématiquement faire le changement dans les menus. La 6500 propose également une option de zébra personnalisable pour ajuster la luminosité. Donc ça, c'est une aide à l'exposition qui est très pratique pour s'assurer qu'on ne crame pas nos hautes lumières. Autre fonction très intéressante et pas des plus connues, c'est le Clear Image Zoom. Cette fonction permet de doubler la focale d'un objectif. Alors vous allez me dire, oui, mais généralement les zooms numériques, tu croppes dans l'image, donc tu vas perdre en définition. Oui, sauf que là, d'après Sony, le processeur va comparer et analyser en fait les pixels adjacents pour en créer de nouveaux, ce qui va donner une image plus réaliste et de meilleure qualité qu'un zoom numérique. Donc en principe, il n'y a quasiment aucune perte de qualité et comme vous pouvez le voir sur l'image, il y en a vraiment très peu. Et du coup, c'est très intéressant parce que ça te permet quand même de doubler la focale. On peut le voir sur les photos à gauche, sans le clear zoom, on est à 135 mm et à droite, avec le clear zoom, du coup, on est à 270 mm. Par contre, tu peux que prendre des photos en JPEG avec cette fonction. Après, il y a encore un autre zoom de disponible, mais ça, c'est un zoom numérique, donc là, tu auras vraiment une perte de qualité. Le focus picking est également présent, je rappelle que c'est l'aide à la mise au point et on va pouvoir régler son intensité et sa couleur, donc ça c'est vraiment une aide très intéressante pour la vidéo. Ce que vous pouvez également faire avec cette caméra, c'est de modifier les profils d'image, ce qui permet de mieux exploiter les capacités du capteur. Sony propose 9 profils d'image. Tu as le Movie qui est la courbe de gamma standard pour les films, la courbe Still qui est plutôt pour les images fixes. Ensuite, on a le Ciné 1 qui va réduire le contraste. Ensuite, on a la Ciné 1 qui va réduire le contraste dans les zones sombres et accentuer un peu la gradation dans les zones lumineuses. On a la Ciné 3, la Ciné 4 qui vont augmenter globalement le contraste. Et puis on a la fameuse courbe S-Log 2 et S-Log 3 qui vont de manière générale aplatir le signal pour capturer plus d'informations. Par contre, cette option oblige un traitement de l'image en post-production. Voilà pour cette caméra, c'est vraiment un monstre en vidéo. Donc ça, en tout cas pour moi personnellement, les profils d'image c'est vraiment un argument très intéressant parce que voilà, ça t'offre vraiment plus de latitude en post-production et c'est à cette étape notamment que tu vas pouvoir créer ton style vidéo et là on a vraiment une latitude de travail. Avant de vous donner mon avis, je voulais juste vous parler un peu des objectifs. C'est vrai que les quelques critiques par rapport à ce boîtier concernent souvent le parc optique pour APS-C. Non pas qu'il n'y ait pas suffisamment d'objectifs parce qu'il y en a quand même pas mal, mais plutôt parce que la qualité de ces optiques est plutôt moyenne. Généralement les gens vont plutôt s'équiper d'objectifs à monture FE, des Sony Zeiss ou encore d'objectifs Sigma et notamment des focales fixes qui permettent d'avoir une très grande ouverture et qui ont l'air assez intéressants. Donc là, moi comme je vous disais, je filme avec le 18-135 mm et il y aura vraiment une vidéo sur cet objectif pour qu'on puisse voir un peu ses qualités et ses défauts. Ok, maintenant on attaque le bilan, mon avis sur l'A6500. Alors j'en avais beaucoup entendu parler, c'est souvent l'appareil qu'on cite avec le G7 de Panasonic dans les boîtiers milieu de gamme
qui sont très bons en vidéo. Et c'est vrai qu'il est assez bon. En plus, il est très léger, super compact. Et malgré tout, il y a vraiment beaucoup d'options. Il y a encore plus d'options que sur les menus Canon. Et contrairement à Panasonic, en tout cas au TZ80 que j'ai testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, là, les menus du Sony sont quand même beaucoup plus lisibles, beaucoup plus intuitifs que le menu de chez Panasonic. Et ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'on comprend la logique dans leur menu. Donc au début, on va aller chercher un petit peu, mais très vite, vous allez prendre vos repères et puis après, vous pouvez personnaliser les menus. Et il y a plein de fonctions et de touches personnalisables. Donc en fait, selon le style de prise de vue que tu as l'habitude de faire, selon tes spécialités, tu vas pouvoir adapter et choisir vraiment les réglages que tu utilises le plus et les mettre sur les raccourcis pour gagner du temps. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Et c'est vrai que chez Canon, cet aspect personnalisation est un petit peu moins travaillé. Après, gros point également que j'aime énormément chez la 6500, c'est sa qualité d'image. Il gère très bien la photo et la vidéo, mais toutefois, c'est un boîtier qui a été travaillé pour la vidéo. Donc si c'est pas un élément qui vous intéresse, honnêtement, c'est pas un boîtier qui est fait pour vous parce que ça serait vraiment dommage, vous utiliserez que 30% de ses capacités. Par contre, si la vidéo est un élément important dans votre choix, tu as la stabilisation 5 axes, ça fait pas non plus des miracles, mais c'est vraiment utile, notamment quand tu as des objectifs qui sont pas stabilisés. Il filme en Ultra HD et mon Dieu qu'elle est précise cette Ultra HD, tu as une définition, mais c'est vraiment assez impressionnant. Je pense que je vais faire une comparaison aussi avec le M50, notamment pour tester les performances vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un mode slow motion à 100 images par seconde en 1920 par 1080. Donc ça c'est vraiment intéressant et la qualité est très très bonne également. Et puis il y a les profils d'image pour la post-production. Voilà, pour moi ça c'est vraiment les éléments majeurs de ce boîtier qui font qu'il est très très bon en vidéo. Donc à mon avis c'est un boîtier qui va se destiner plutôt aux gens qui réalisent des petites productions, qui font des petits courts-métrages, qui sont intéressés pour faire du vlog ou d'autres vidéos YouTube. Pour ce genre de choses, je pense que c'est un boîtier qui est très intéressant. Après, si c'est uniquement la photo, il faudra partir sur un autre boîtier. Après, au niveau des défauts, parce qu'il faut aussi en parler, vraiment pour moi, l'aspect négatif le plus important, c'est tout ce qui concerne l'écran LCD. Il est tactile, ok, mais pas totalement. On peut pas naviguer dans les menus. Il est pas monté sur rotule. On peut pas le mettre en mode selfie. Donc moi, personnellement, ça me dérange un peu. Et puis, ce qui est vraiment dérangeant, c'est la luminosité de l'écran. En extérieur, en plein soleil, on n'y voit rien et d'autant plus que l'écran est dimmé quand on utilise l'Ultra HD ou le 100 images par seconde. Ça, c'est quand même presque catastrophique. Après, j'en fais des caisses, mais tu peux très bien utiliser le viseur ou un écran moniteur externe. Ça fonctionnera très bien. Ensuite, ce boîtier est quand même assez similaire à sa version précédente qui est l'A6300, qui est quand même beaucoup moins cher que l'A6500. Donc si vous êtes limité au niveau du budget, partez plutôt sur l'A6300. Si vous avez un peu plus les moyens, prenez l'A6500. Rien que déjà pour la stabilisation 5 axes, c'est vraiment très utile. Donc mon avis final, c'est vraiment une bête de compétition, principalement en vidéo. Et je suis sérieusement en train de penser à peut-être passer chez Sony. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de ce que vous pensez des derniers boîtiers sortis chez Sony, si vous êtes déjà passé chez Sony ou si vous êtes en train justement de penser un peu comme moi à peut-être quitter votre marque favorite pour passer chez Sony. Dites-moi également si vous avez d'autres sujets en tête à propos de l'A6500 parce que je l'ai encore avec moi environ une semaine et demie, donc voilà, n'hésitez pas, j'ai encore 2-3 vidéos prévues à faire sur l'A6500 au niveau des menus. Je vais tester l'autofocus un petit peu plus précisément, je vais faire un test de comparaison entre les menus Canon et les menus Sony, puis une comparaison entre le M50 et l'A6500, plus le test sur l'objectif. Donc voilà, il y a quand même pas mal de vidéos prévues. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est une vidéo qui représente quand même pas mal de temps de travail, donc rien que pour me soutenir, ça me fait toujours plaisir de voir les petits pouces vers le haut, les commentaires dans la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis à activer la petite cloche des notifications. En attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao les artistes.